C'est un plaisir de vous retrouver. Point complet de l'actualité à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue, les grandes articulations. À Soya, préfecture de Mamou, le Premier ministre suit l'évolution de la reconstruction de la route nationale numéro 2, Mamou-Farana. La visite intervient quelques jours après le lancement des travaux de la nationale numéro 5. Circulation routière, une nouvelle exigence pour les chauffeurs de moto. Les autorités lancent le processus d'obtention de permis de conduire et c'est pour deux catégories, A et A1, une démarche permettant de renforcer la sécurité routière. Promotion de la salubrité publique, un concours voit le jour. C'est la première édition sur initiative de l'ANSP et ses partenaires sur les 13 communes de Conakry. Matoto rafle la première place. Bienvenue. À la une, infrastructure branding Guinée, le ministre Djiba Diakité sur le site du lac Bassikolo. Loin d'une simple visite, constater l'étape finale de la première phase. Le niveau du chantier semble rassurant. Omar Bari. Lancé en août 2023, le chantier de valorisation du lac Bassikolo, une initiative présidentielle, a reçu ce samedi 29 novembre 2025 une nouvelle visite du président du comité stratégique de Simandou, également ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité. Il était accompagné du ministre de la Culture et de l'Artisanat Moussa Moïsila, du ministre du Travail et de la Fonction publique Faya François Bourounou, les responsables de la direction générale d'Al-Barak, ainsi que de plusieurs hauts cadres. L'objectif était de constater l'état d'avancement des infrastructures du site, dont la livraison de la première phase est prévue dans les semaines à venir. Cette infrastructure Branding Guinée, la Guinée fait, personnellement supervisée par le ministre Djiba Diakité, et dont la première phase touche à sa fin, est entourée d'une clôture de 900 mètres. Elle comprend un parc pour enfants, près d'un hectare d'espace vert, un lac de 22 000 mètres carrés doté d'une fontaine, une cafétéria, un bâtiment administratif et un musée. Ce résultat pharaonique est rendu possible grâce au suivi et aux recommandations du ministre Djiba Diakité, qui a une nouvelle fois effectué une visite complète du chantier. Il a formulé des recommandations concernant les dernières retouches à apporter, tout en se projetant sur les conditions futures d'exploitation du site que le maître d'ouvrage s'est engagé à rendre salubre, sain et attractif. Il y a 10 ans, nous avons commencé la construction de Bassikolo. C'est important pour la jeunesse guinéenne. Ça va leur permettre de célébrer beaucoup d'activités ici. Sous l'instruction du président, on a commencé la reconstruction de cette partie. Nous avons fait une clôture de 900 mètres et un centre de jeux pour enfants, un parc pour enfants. L'espace vert, c'est près d'1 hectare. Le lac est de 27 000 mètres carrés. Il y a une fontaine au niveau du lac qui a une puissance de levée de 27 mètres. Il y a le building, il y a le cafétéria, il y a le musée, il y a le bâtiment administratif et il y a aussi des toilettes qui sont construites. C'est un parc événementiel de 2500 personnes. Il peut y avoir des cérémonies, des mariages, d'activités professionnelles et de concerts. Il y a certains arbres guinéens qui sont là. Et nous pensons finir rendre la clé le 20 décembre à 20h. Pour le ministre de la Fonction publique Faya François Bourounou, la valorisation du lac Bassikolo s'inscrit non seulement dans la dynamique du branding Guinée, la Guinée fait, mais aussi dans la modernisation des infrastructures urbaines du pays conformément au programme hautement stratégique Simandou 2040 dans son deuxième pilier, éducation et culture. Le branding Guinée, c'est un programme stratégique du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, qui, à travers lequel il a souhaité changer le narratif de la Guinée en mettant en avant, en valorisant notre potentiel naturel et culturel. Et c'est dans ce cadre que des projets phares ont été initiés, dont ce projet d'aménagement du lac Bassikolo, qui est d'ailleurs une composante d'un programme intégré, qui est un programme d'aménagement urbain avec des composantes culturelles,
touristique, mais urbanistique. Et donc aujourd'hui, ce projet que vous voyez, ce site que vous voyez, a permis de mettre en valeur un site naturel qui est ici. Il s'agit du lac Basikolo, qui était un site mal entretenu, aujourd'hui qui a été complètement valorisé. Il a été modernisé. Vous voyez déjà le lac qui est complètement aménagé. Il y a une belle promenade qui a été aménagée. Et il y a également des produits culturels que vous voyez là-dessus parce que, conformément à la vision du chef de l'État, il fallait sur ce site reproduire plusieurs représentations culturelles de notre pays. Et cela s'illustre par la présence du Nimba sur le site, mais également d'autres contenus culturels que vous voyez sur le site. Et également, vous avez d'autres commodités qui vont faire de ce site un site touristique merveilleux. Le ministre de la Culture et de l'Artisanat, Moussa Moïsilla, chargé entre autres par le ministre directeur de cabinet de la présidence du suivi de l'application des recommandations et du respect du cahier des charges, salue l'exemple de réussite que représente le site Basikolo, lequel contribue par ailleurs à valoriser le patrimoine culturel et touristique du pays. Nous avons effectivement visité le projet d'aménagement du lac Basikolo qui est à sa première phase. C'est un projet emblématique parce que le site Basikolo est un site à la fois culturel, artistique, mais c'est aussi un lieu d'ancrage culturel parce que ce site fait partie de notre imaginaire collectif. Le réhabiliter, le reconstruire, le moderniser, c'est parfaitement en accord avec la vision du président de la République qui a mis en place le branding national qui consiste donc à faire de notre pays un pays de destination, à promouvoir donc le tourisme, à attirer les investissements, mais aussi à faire de telle sorte que notre culture, avec toutes les identités que cela contient, puisse être valorisée. Donc la première phase se déroule absolument très bien. Basikolo, il y a quelques années en arrière, s'apparentait presque à un dépotoir, un lieu où l'on mettait toutes sortes d'ordures parce que c'est, vous savez, à quelques mètres du port autonome. Mais aujourd'hui, le site est devenu une sorte de carte postale pour tous ceux qui rentrent à Kaloum. Non seulement nous préservons la mémoire, mais cela permet aussi à faire de telle sorte que les générations qui arrivent n'oublient pas, parce qu'il y a ce côté de transmission également qui se fera. La deuxième phase va être encore plus grande, va être encore plus prestigieuse, et tout cela, mis ensemble, permettra à ce site d'être l'un des plus visités du pays. Et tout ça grâce donc à la vision du président de la République que le ministre directeur du cabinet a pu parfaitement mettre en œuvre avec un travail de coordination bien assuré avec le ministère de la Culture et de l'Artisanat. Donc nous sommes très satisfaits de l'avancée des travaux et nous sommes encore plus confiants quant au démarrage de la deuxième phase avec un aménagement assez spectaculaire et les retouches qui sont faites rapidement à chaque fois que nous avons des suggestions, nous le faisons. Vous avez le bâtiment principal, cafétéria, vous avez également un musée qui va être le réceptacle de certaines œuvres culturelles propres à la communauté Baga parce que ce site a un lien spirituel mais aussi traditionnel avec cette communauté. Vous avez aussi certaines œuvres propres à la ville de Conakry qui a grandi au fur et à mesure autour de ce lac qui vont être exposées dans ce musée-là. Il faut souligner que les infrastructures du site urbain de Basikolo de la première phase devraient être livrées le 20 décembre 2025 à 20 h, seront complétées par une seconde phase comprenant de nouvelles infrastructures attractives. Relié au parc citoyen voisin et à Kamaen Plage, le lac Basikolo s'intègre désormais dans un écosystème urbain moderne, aux côtés du jardin du 2 octobre ainsi que de la Payotte, et s'aligne parfaitement avec les objectifs du branding Guinée, la Guinée fait, à savoir l'investissement pour attirer les investisseurs et accélérer le développement économique irréversible de notre pays, la culture pour valoriser notre identité et les valeurs héritées de nos ancêtres, le tourisme afin de promouvoir la beauté de notre pays et renforcer la destination Guinée. On enchaîne avec l'extension et la réhabilitation des centres ASCAD, un programme qui se déroule conformément à la vision du chef de l'État. Amamou, le directeur général de l'ASCAD, préside la réception de ce centre. Même exercice du côté de Cancan avec plusieurs ouvrages réalisés. Adjudant-chef Aboubakar Kamano de la presse militaire.
Sous la direction éclairée du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, l'Agence du service civique d'action pour le développement ASCAD connaît d'importantes mutations et des réformes structurantes enclenchées par l'actuelle équipe dirigeante de l'institution. Pour être en phase avec la vision et les ambitions du chef de l'État et du gouvernement guinéen, notamment offrir un cadre idéal de formation aux apprenants et promouvoir l'engagement volontaire des jeunes pour leur insertion socio-économique, les responsables en charge de l'ASCAD ont entrepris un vaste programme d'extension et de réhabilitation des centres SCAD du pays. C'est le cas du SCAD régional de Mamou, situé à Timbi Madina dans la préfecture de Pita, et de celui de Kankan, si au quartier Kankankura. Tous réalisés par l'Agence française de développement AFD, dans le cadre du projet d'appui au développement de l'ASCAD. Le centre SCAD de Pita vient d'être réhabilité. Il comprend plusieurs ouvrages, à savoir un bloc administratif, 2 blocs vie pour les cadres, 2 bâtiments de 13 salles de classe, 2 dortoirs, une infirmerie, un réfectoire, 2 fermes avicoles, des bassins piscicoles, des toilettes entre autres. En attendant leur installation et leur équipement, les ouvrages du centre SCAD régional de Mamou sont officiellement mis à la disposition de la Direction générale de l'ASCAD. À la tête d'une importante mission civilo-militaire de son institution, c'est le colonel Mohamed Amin Kamara, directeur général de l'ASCAD, qui a présidé la cérémonie officielle de réception de ces édifices flambant neufs. Je préside aujourd'hui la remise officielle des ouvrages avant la cérémonie d'ouverture officielle. Selon la vision de M. le Président de la République, qui a bien voulu doter chaque région administrative des différents centres SCAD pour la formation socio-professionnelle des jeunes de chaque localité. Le centre de Pita de Timbi Madina permettra la formation socio-professionnelle de tous les jeunes de la localité, afin que les jeunes puissent avoir de la formation, mais surtout de l'insertion et de l'emploi. S'agissant du centre SCAD régional de Kankan, il est installé, équipé et opérationnel depuis 2021. Ce centre de formation comprend également d'importants ouvrages répondant à toutes les commodités et normes. 12 salles de cours, une salle informatique, la résidence du directeur régional, une direction du centre, une infirmerie, une buanderie, des dortoirs, un réfectoire, des ateliers de formation, des latrines, un terrain de volley-ball, un terrain de basketball et d'autres espaces de jeu. Outre ces ouvrages, le centre SCAD régional de Kankan a récemment bénéficié d'une extension. Sur son deuxième site situé au quartier Bordeaux, plusieurs infrastructures ont été aussi réalisées, notamment 2 bâtiments de salles de classe, des logements et des fermes avicoles. Poursuivant leur mission de travail dans l'arrière-pays, le colonel Mohamed Amin Kamara et ses équipes se sont rendus sur les sites de ces centres SCAD de Kankan pour non seulement réceptionner les nouveaux ouvrages, mais aussi faire l'état des lieux en touchant du doigt les réalités du terrain. Cette infrastructure que vous voyez vise à accroître la capacité d'accueil de nos volontaires, d'améliorer la qualité de l'offre de formation et de répondre aux besoins du marché du travail. Ce centre SCAD a pour vocation dès lors de moderniser et de diversifier les filières de formation en intégrant les mesures technologiques modernes sur les filières porteuses. Satisfait d'avoir accompli cette mission avec succès, le directeur général de l'ASCAD se prépare pour la seconde phase de sa tournée dans les centres SCAD du pays. Dans les jours à venir, une mission de l'ASCAD se rendra dans la région administrative de Farana pour la réception définitive des ouvrages du centre SCAD de cette région et à Zérékoré pour le lancement officiel des travaux du SCAD de la région forestière. Après des années de calvaire, reconstruction de la route nationale numéro 2, Mamou-Farana, à Soya précisément, préfecture de Mamou, le Premier ministre constate de visu le chantier. Peu avant, on assistait au lancement des travaux de la nationale numéro 5, Ousmane Bangoura, sur les pas du chef du gouvernement. Après avoir procédé au lancement de la RN5, le Premier ministre Amadou Ouriba poursuit son immersion sur les chantiers routiers de la région. Cap sur Soya, à 15 km du centre de Mamou. Ici, le chef du gouvernement vient constater l'avancement des travaux de reconstruction de la RN2.
un axe stratégique pour le désenclavement de la région. Sur le terrain, autorités locales et administratives se mobilisent pour accompagner ce projet. Notre pays a connu des avancées significatives dans de nombreux domaines. La paix et la stabilité ont été renforcées. Les infrastructures ont été modernisées. L'éducation et la santé en font foi. Cette route permet non seulement à la Guinée de vivre, parce que toutes les productions qui viennent de la forêt passent par là. Pendant plusieurs années, pendant des décennies, les gens ont souffert sur cette route-là. Ce tronçon était devenu un véritable calvaire. Si vous venez aujourd'hui pour voir l'évolution de ces travaux, on ne peut que dire merci, merci encore une fois pour la délégation qui vous accompagne et remercier le président de la République. Aux côtés du Premier ministre, le ministre en charge des travaux réaffirme les orientations fixées pour une amélioration durable des infrastructures routières. Nous tous, nous connaissons l'importance de la route Mamou-Farana. Mamou-Farana, aujourd'hui, ça nous fait 4 heures, 6 heures de route. Et ça, c'est une grande décision aujourd'hui pour notre chef de l'État, pour que cette route, aujourd'hui, se voit reconstruite. Elle a été construite à belle lurette, mais aujourd'hui, elle va être reconstruite différemment, avec d'autres commodités. Notre objectif, c'est de livrer un excellent projet à notre frère guinéen. Donc cette amitié remonte très loin. Donc vraiment, c'est un grand honneur d'avoir une chance de contribuer nos efforts à l'amitié entre la Chine et la Guinée. Sur le chantier, Amadou Ouriba insiste sur la dimension structurante de ce projet pour la circulation, le commerce et la mobilité des populations. Le chef du gouvernement veut des résultats concrets et visibles. Le goudron, c'est quoi? C'est en fait le meilleur moyen de relier les gens. C'est le meilleur moyen de combattre la pauvreté. C'est le meilleur moyen de faire rentrer la modernité dans nos villes et dans nos villages. Mais particulièrement Soya, vous avez eu 2 chantiers majeurs. Le train est juste à quelques kilomètres d'ici, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose d'historique. Vous avez un tunnel qui fait près de 2,5 km, ce qui est très rare en Afrique. Et ce sont des tunnels parmi les premiers en République de Guinée. Vous avez le train, vous avez la route. Qu'est-ce qui vous manquera? Peut-être vous allez me dire l'électricité. Ça aussi, ça va venir. Une visite de terrain qui traduit la volonté du gouvernement d'accélérer la modernisation du réseau routier national pour répondre aux attentes des citoyens et impulser une nouvelle dynamique de développement dans la région de Mamou et au-delà. Office guinéen de publicité, OGP. La structure compte se doter d'un siège, mais les travaux ont été arrêtés il y a quelques mois pour voir clair dans le contrat. La relance de la construction de cet édifice vient d'être approuvée par le conseil d'administration. Par ailleurs, la session a statué sur le fonctionnement de l'office. Kernosman Diallo. Au cours de cette dernière session ordinaire du conseil d'administration de l'Office guinéen de publicité, le travail abattu par la direction générale tout au long de l'année a fait l'objet de félicitations et d'encouragements. L'OGP revient de loin. Grâce aux réformes entreprises, cette structure se repositionne progressivement et impulse une nouvelle dynamique de gestion avec l'élaboration des manuels de procédure et des résultats qui redorent l'image de l'OGP et restaurent la confiance des partenaires et employés. Des performances ont été accomplies. Je peux vous dire, 11 mois après notre prise de fonction, que les salaires, par exemple, ont été régulièrement payés le 25 de chaque mois. Au moment où je vous parle, l'OGP ne doit pas un centime à un fournisseur. L'OGP est à jour vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale. L'OGP est à jour vis-à-vis des impôts pour notre exercice à nous. Et l'OGP est à jour vis-à-vis de tous ses partenaires. Examiner le manuel de procédure. Alors, les quelques recommandations, c'est de privilégier notamment tout ce qui est la digitalisation et aussi accentuer le recouvrement
pour pouvoir renflouer les caisses de l'OGP. Après donc une année de redressement réussi, l'OGP va se lancer dans la poursuite des travaux de construction de son imposant siège R+8, un projet qui tient à cœur à l'ensemble de ses travailleurs et le conseil d'administration. Une construction qui avait été entamée par nos prédécesseurs, mais que nous avions stoppé pour de bonnes raisons, parce que nous voulions savoir exactement ce que le contrat du prestataire disait clairement. Mais je pense que nous relancerons cette construction pour 2026. À l'issue de la session ordinaire du conseil d'administration, une visite sur le chantier a été organisée pour marquer cette volonté de reprendre les travaux de construction. Réforme de la justice, service casier judiciaire central, digitalisation du système de délivrance de ce précieux sésame. C'est dans la volonté de sécuriser le document et de connaître en temps réel le passé judiciaire d'un individu. Kerno Younoussaba, explication. Le casier judiciaire est un fichier qui retrace les antécédents d'un individu. Il permet à la justice de connaître le comportement de chaque justiciable et donne la possibilité aux employeurs de s'informer sur la personne à recruter. Compte tenu donc de son importance dans la justice pénale, le ministère de la Justice, à travers le casier judiciaire central, entend professionnaliser la délivrance du document. Sa digitalisation vise donc à harmoniser le système. Depuis plusieurs années, notre institution fait face à des défis importants tels que la nécessité de digitaliser nos procédures, l'exigence d'une meilleure coordination entre les juridictions, l'amélioration du traitement et la transmission des données judiciaires, la sécurisation des informations sensibles. Cette rencontre touche tous les acteurs intervenant dans la délivrance du document. L'idée vise à garantir sa fiabilité et son accès. La réforme de la justice engagée par le gouvernement repose sur un pilier essentiel, la modernisation et la sécurisation de l'information judiciaire. À ce titre, le casier judiciaire central occupe une place stratégique. Il constitue non seulement un outil indispensable à la bonne administration de la justice, mais également un instrument de gouvernance publique, de transparence et de protection de la société. L'efficacité du casier judiciaire dépend directement de la compétence, de la rigueur et de l'éthique de celles et ceux qui l'animent. Par cette rencontre, les cadres du casier judiciaire central vont identifier les défis et proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement du service. Ces réformes renforcent la confiance des citoyens et aident à répondre aux normes internationales en la matière. Et puis, cette nouveauté dans la circulation routière des permis de conduire désormais. Pour les chauffeurs de moto, c'est pour les catégories A et A1. Le processus est activé. Derrière cette exigence, renforcer la sécurité sur les routes. Abraham Christophe Conté. Les réformes engagées dans le secteur des transports touchent désormais les taxis motos. Le processus d'obtention des permis de conduire biométriques A et A1 vient d'être lancé par le ministère des Transports. Ce précieux sésame est obligatoire pour circuler à Conakry et environnant. La mesure consiste à réglementer le secteur de taxi-moto. La DMTT a concocté un programme condensé pour les expérimenter, les motards déjà en activité. Après, il y a les examens théoriques et pratiques pour tout le monde. Et après les examens, il y a l'enrôlement pour l'obtention du permis biométrique. Chaque matin, il y a des familles qui ont confiance en vous pour envoyer les enfants à l'école et les prendre après l'école. Mais après cette formation, en étant professionnalisé, vous serez en tenue, vous serez organisé. C'est désormais un dispositif d'identification pour les conducteurs de taxi-moto. À travers ce lancement des permis de conduire de la catégorie taxi-moto, le processus sera progressivement déployé dans l'ensemble du territoire national. Il ne s'agit pas seulement de la délivrance d'une carte, mais de la sécurisation de tout un processus d'un système intégré complet, de la formation des moniteurs, des auto-écoles, des examinateurs au permis de conduire,
avec une base de données sécurisée et fiable. Chaque jour, ce sont des dizaines de jeunes qui laissent leur vie en voulant se construire un avenir. 40% des blessés dans nos hôpitaux proviennent souvent des motos. Un gouvernement responsable ne peut pas rester immobile devant une telle hécatombe. En instaurant les permis moto, en offrant des formations, en structurant un métier devenu indispensable pour beaucoup de jeunes, nous disons que notre choix est clair. La vie humaine passe tout et avant tout. Au terme de la rencontre, invite est faite à l'ensemble des usagers des mototaxis à s'inscrire massivement aux formations afin de se munir de ce document précieux. Journée mondiale de lutte contre le sida, c'est le 1er décembre de chaque année. Thème retenu, surmonter les perturbations, transformer la riposte. La Guinée a défini la voie à suivre. C'est dans cette déclaration du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Chers concitoyens, chaque 1er décembre, la Guinée se joint au reste du monde pour commémorer la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. C'est un moment de réflexion, mais surtout un moment d'espérance et d'unité. Je voudrais, en ce jour symbolique, rendre hommage à toutes celles et à tous ceux que le sida a arrachés à notre affection. Je salue avec respect le courage des personnes vivant avec le VIH, leur dignité, leur foi et leur engagement pour la vie. Vous êtes des exemples de résilience pour toute la nation. Chers concitoyens, chaque année, notre pays a montré qu'ensemble, nous pouvons relever de grands défis. En passant de 47% à 63% de taux de couverture vaccinale, la Guinée a prouvé que lorsque l'État, les partenaires et les communautés marchent de même pas, les résultats suivent. Ce même esprit d'engagement collectif doit guider notre riposte contre le VIH-Sida. Cette lutte, nous la gagnerons avec la détermination de nos acteurs locaux, l'appui de nos partenaires et la mobilisation de tous. Le thème retenu cette année par l'ONU-SIDA, surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida, nous invite à renforcer la solidarité face aux défis. Les contraintes financières ou sanitaires ne doivent pas freiner nos efforts. Au contraire, elles doivent stimuler notre créativité, notre leadership et notre unité. Sous la clairvoyance du président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, le gouvernement est pleinement engagé à renforcer le dépistage, améliorer la prise en charge et protéger les droits et la dignité de toutes les personnes affectées. Comme nous sommes en train de relever plusieurs défis dans le domaine de la santé, nous relèverons ensemble celui du VIH-Sida. Avec foi, solidarité et action, nous transformerons cette épreuve en victoire nationale. Vive la santé pour tous, vive la solidarité, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. On prend la route de Kankan, matérialisation des frontières Mali-Guinée, séjour des membres de la commission mixte. Il s'agit de restituer le contenu de la mission conjointe de reconnaissance technique de la zone des monts Sagou et Bambadala. Bonne nouvelle, le document juridique a été validé. Djamokaba. Mise en branle en avril 1993 à l'Abbé, la ligne frontalière Guinée-Mali qui touche le mont Sagou et Bambadala est réactivée. Jusque-là, non délimité et démarqué. Dans le registre de la lutte contre les conflits, ces deux États attissent la flamme du vivre ensemble à Kankan pour jouer la carte de la prudence. Chantier du jour, restituer les résultats de la reconnaissance technique ciblée et de valider le document de l'avant-projet de traité de délimitation, de démarcation de bornage de la ligne frontalière consensuelle, longue d'environ 906 km. Ces deux espaces, je pense que la sous-commission a fait des missions et nous aurons la restitution de ces missions pour peaufiner les derniers réglages et voir éventuellement comment on peut arriver maintenant à la validation définitive de l'avant-projet de traité, à sa signature, à sa ratification et aller sur le terrain pour commencer le bornage de cette frontière qui a duré. Ce bel exemple de coopération entre la Guinée et le Mali est suivi à la loupe par le secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de Guinée. C'est une occasion pour nous de remercier les autorités
n'est-ce pas, de la préfecture de Kankan, et d'affirmer solennellement, n'est-ce pas, la vision du chef de l'État, qui est celle vraiment de prôner une politique de coopération transfrontalière apaisée entre la Guinée et ses voisins. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme vous le savez, que les frontières ne sont plus, n'est-ce pas, un espace de conflit. Ce sont des passerelles qui permettent aujourd'hui aux communautés riveraines de part et d'autre de se parler, n'est-ce pas, de se donner la main. Ce qui nous lie est plus grand que ce qui nous sépare. La délimitation, démarcation et le bornage de la frontière Guinée-Mali ne représente pas seulement un acte administratif, il constitue un instrument stratégique pour la stabilité. Le rendez-vous de Nabaya va aboutir à la validation du tracé consensuel de cette portion qui permettra à la République de Guinée de poser des jalons du développement local. Au cœur du conclave, l'axe Conakry-Bamako se redynamise pour renforcer le climat de paix et de confiance. Pendant ce temps, mise en œuvre du programme Simandou, une vision du gouvernement que partage la Banque mondiale, le curseur est mis sur l'agriculture. Pour aller vite et bien, le gouvernement adhère à l'initiative AgroConnect. L'enjeu est de soutenir le développement agricole. Fodé Camara, spécialiste maison. L'initiative AgriConnect de la Banque mondiale compte offrir des opportunités d'accès au financement et au marché pour mieux accompagner les petits champions agricoles. En Guinée, cette initiative trouve un écho très favorable. Elle sera couplée au programme Simandou. C'est un programme qui tombe à pic, vu le programme Simandou 2040, qui aussi place l'agriculture au centre de ses interventions, l'agriculture étant le premier pilier du programme. AgriConnect également en accueillant la Guinée parmi les 5 pays africains qui ont été choisis pour le programme, donc pas beaucoup, ça nous offre une opportunité unique de transformation de notre agriculture locale. Pour la mise en œuvre du premier pilier du programme Simandou, 12 projets de développement rural sont prédéfinis avec des sous-projets. Et le plan d'engagement conjoint AgriConnect Guinée commence à dévoiler ses grands contours en matière d'aménagement, de financement des projets agricoles et d'autres mesures d'accompagnement. Une approche intégrée d'appui au secteur agricole. Le programme va aussi travailler à structurer les chaînes de valeur, notamment le long du corridor Simandou, à tirer profit des nouvelles infrastructures que le projet Simandou a permis de construire le long de ce corridor, mais aussi qui permettra plus facilement d'écouler nos produits hors de la Guinée et plus facilement de pouvoir importer des intrants et les rendre disponibles pour les agriculteurs sur le terrain. Au-delà de ça, AgriConnect va aussi aider à connecter donc la Guinée avec plus de marchés régionaux, internationaux, et cela passe bien sûr par du renforcement de capacité, par la certification, par l'appui au renforcement des laboratoires existants qui permettront aux produits guinéens de pouvoir être sur les marchés, qu'ils soient européens, américains ou ailleurs. L'initiative AgriConnect et le programme Simandou affichent la vision commune de promouvoir les activités agricoles. Une vision commune pour aider les populations rurales à sortir de la pauvreté par la création des emplois. Des dispositions pour inverser de façon durable la courbe du chômage et de l'insécurité alimentaire. Place maintenant à la promotion de la salubrité publique. Un concours est ouvert à Conakry. Une première édition sur initiative de l'ANSP et ses partenaires. Le théâtre est mis à contribution sur les 13 communes de Conakry. Matoto occupe la première place. Nabila Moussa Kamara. À Conakry, les 13 communes prennent part à la première édition du concours de salubrité publique. Une initiative destinée à éduquer et sensibiliser les citoyens à la bonne gestion des ordures. Les partenaires techniques et financiers se mobilisent et formulent des recommandations à l'endroit des autorités comme de la population. Ce concours entre communes vise à sélectionner la meilleure troupe pour sensibiliser les habitants de Conakry à une bonne gestion des déchets. Il n'y aura pas de finalité pour l'assainissement, plutôt la continuité. La continuité, c'est la sensibilisation des populations par les autorités à la base. C'est la sensibilisation des autorités, des fonctionnaires, quel que soit le niveau. L'ANSP mise sur une nouvelle approche, le théâtre de sensibilisation.
Une démarche appuyée par les responsables locaux engagés à pérenniser l'action pour garder la ville propre. La troupe présentée par la commune de Matoto s'est distinguée, remportant la première place de cette édition. Nous venons de compétir contre les 12 autres communes de la capitale et nous avons remporté. Vraiment, c'est un sentiment qui nous anime. Du coup, demande aux autres communes d'être courageux et de continuer encore à travailler. Nous lançons un appel solennel aux autres communes. Personne n'est perdant, tout le monde est gagnant. L'objectif, c'est de se retrouver autour d'une question sensible qui est la gestion des déchets. Et lors des prochaines éditions, je pense que les autres communes vont se performer et vont gagner aussi. En matière de gestion des déchets, les autorités guinéennes ont défini de nouvelles politiques renforcées par l'implication des collectivités. À travers ces mises en scène, les citoyens sont invités à respecter les mesures instaurées par l'État pour préserver la santé publique. Sport foot d'Ingira est fini. Le tournoi baptisé Mamadi Doumbouya, chef de l'État, moment de retrouvailles des 7 sous-préfectures et la commune urbaine. 2 semaines de compétition afin de prôner le vivre ensemble. Ibrahima Oulem Fofana. Cette compétition sportive devient une tradition à Dinguiraï. Depuis 4 ans, sous la coordination générale du conseiller personnel du président de la République, El Hadj Terno Mamadouba, la finale de cette 4e édition regroupe l'ensemble des couches socio-professionnelles de Dinguiraï. Faire le fair play, c'est de jouer sans histoire, sans bagarre. On fait en sorte que ce match soit profitable et que le meilleur gagne. Nous sommes en train de travailler avec notre frère El Hadj Terno Mamadou, et d'ailleurs le conseiller personnel du chef de l'État, pour que Dinguiraï soit uni une fois de bon. Parce que tout simplement c'est dans la paix qu'on peut gagner. Et nous sommes aussi convaincus, c'est du côté du général Mamadi Doumbouya, que le développement serait réellement une réalité. Cette grande finale met aux prises la formation de la commune rurale de Banoura et celle de Selouma. Une retrouvaille qui sanctionne une compétition de convivialité. Jeunes, femmes, ressortissants et administrateurs participent à la fête. Ce genre de rencontre inspire beaucoup. C'est un moment de partager des messages de paix, des messages de cohésion, des messages de fraternité. Notre pays a eu beaucoup de difficultés dans le passé. Et c'est le moment pour nous d'appeler tous les citoyens du pays à se donner les mains. Le score de cette finale importe peu par rapport à l'objectif général recherché par la jeunesse. Cette plateforme de communion a permis davantage à la population de Dinguiraï de promouvoir le vivre ensemble et accompagner le développement impulsé par le président Mamadi Doumbouya. Ce journal est préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci aux équipes techniques, à vous également, chers téléspectateurs. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.